Nous sommes les rhapsodes de la revue Topophile, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux. C'est-à-dire que nous coordonnons les efforts de toute la grande équipe qui alimente la revue. Et voilà, Martin, Paco et moi, Raphaël Porchitz, nous sommes ceux qui œuvrons, nous sommes à pied d'œuvre plutôt tous les jours pour Et nuit. éditer des articles, publier, trouver de nouveaux sujets, proposer de nouvelles choses et puis mettre en harmonie Mm. toutes les suggestions et envies et propositions de toute l'équipe Topophile et de tous les auteurs et autrices. Très bien. Alors, Topophile, c'est... Son titre complet est assez éloquent et explicatif. C'est Topophile, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux. Donc, c'est une revue électronique, libre d'accès, bénévole, qu'on a lancée il y a presque 4 ans maintenant, mais qui a germé dans nos esprits il y a plutôt 5-6 ans, alors qu'on était encore étudiants. Et la vocation de cette revue, c'est un peu de réunir tous les questionnements et les réflexions qu'on peut avoir sur l'espace, les lieux et les questions d'écologie sociale et politique. On est diplômé d'architecture, voilà, donc on fait un peu d'architecture pour gagner nos vies. Mais ce qui est plus intéressant à ce stade, c'est plutôt le temps et la relation qu'on tisse dans les réseaux d'éco-construction. Je pense que c'est quand même vachement important, même dans notre constitution. On est obligé d'avoir un peu un pied partout. Et puis, parce qu'il est difficile justement de compartimenter et de ne pas essayer de saisir toutes ces dynamiques et thématiques d'un seul coup d'œil. Se lit en ligne, donc topophile.net. Et c'est libre. T'as Faut pas raison. oublier de le rappeler. T'as tout à fait raison. Il y a aussi une lettre d'info bimensuelle auquel vous pouvez vous abonner, que vous recevez le 1er et le 15 de chaque mois. Il y a l'agenda participatif à consulter pour être au courant de tous les chantiers, enfin tous non, un certain nombre de chantiers participatifs, conférences, visites, balades, aux 6 coins de la France et même parfois en Suisse et en Belgique. Ça reste plutôt francophone quand même pour l'instant. Et agenda participatif auquel vous êtes invité à contribuer. Bien sûr. Il est participatif et donc vous pouvez y faire figurer les événements, rendez-vous, workshops, ateliers, chantiers participatifs beaucoup que vous organisez et que vous souhaitez faire connaître au sein de la gigantesque galaxie qu'est Topophile. Il n'empêche que C'est vrai. ça arrive toujours. À peu près tous les chantiers participatifs qu'on diffuse trouvent au moins une ou deux personnes qui l'ont connu par Topophile. Alors la revue, elle est née à une époque où on était en master, je crois, à l'époque. Peut-être un peu avant, enfin voilà. On sortait de la licence, pendant laquelle on a été confronté avec Martin, c'était en 2017, disons, à la difficulté de faire passer des manières de faire autrement, c'est-à-dire que nos enseignants n'acceptaient jamais la pensée écologique, disons-le, ou quasiment jamais. Ou il l'ignorait tout simplement. Enfin, bref. Et il fallait se battre. Et dès lors qu'ils ignoraient, ils n'acceptent pas. Et face à cela, des architectes à l'époque nous ont incité de monter la revue que l'on appelait de nos voeux, qui servirait d'outil de référence, d'outil de conviction, de plateforme fédératrice d'un milieu qui servirait alors aux étudiants au départ, pour nous, et puis ensuite aussi à tous les professionnels. Parce que justement, on pratiquait quand même allègrement l'école buissonnière, et on allait à plein de conférences, à plein de colloques, à des visites de chantier, à des visites de projets, pour justement un peu assouvir notre soif de connaissances et de conviction, et tout simplement de curiosité. On était étudiants, on a envie d'apprendre, ce qui est assez normal, évident. Justement, on avait commencé à s'introduire dans plusieurs milieux de l'éco-construction ou de la pensée écologiste, et on voyait qu'il y avait plein de gens fabuleux, beaucoup d'énergie, mais en même temps, voilà, plein de petits milieux qui s'ignorent, ou en tout cas on se fait coucou de loin, et on se disait mais c'est incroyable, parce qu'ils sont tous géniaux, mais ils ne se connaissent pas, et comment on fait pour faire vraiment avancer le Schmilblick peut-être un peu plus loin, un peu plus vite, ou un peu plus radicalement. Et on s'est dit que finalement, regardant le passé, voyons que c'était souvent une revue qui avait
polariser un mouvement politique ou artistique. Et donc on s'est dit, ah, mais c'est peut-être ça, cet espace-temps hors du temps et de l'espace, où toutes nos idéaux, nos convictions, nos réflexions peuvent se retrouver, non seulement entre contemporains français, mais aussi étrangers, parce qu'en plus Raphaël est polyglotte, ça aide pour les traductions, et aussi par-delà les siècles, on réédite aussi un certain nombre d'articles qui ont toujours une grande actualité. Et on l'a pas précisé, mais peut-être que ça va de soi ou pas. On a fait des études d'archi, mais Topophile n'a jamais eu vocation à être une revue d'architecture. C'est une revue qui s'intéresse aux lieux, à la manière dont nous interagissons aux lieux, avec les lieux, dont eux nous rendent l'appareil. Donc effectivement, l'équipe et les sujets abordés traitent de paysage, de design, d'architecture, d'urbain ou de désurbain. De biorégion. D'écologie, de militantisme, d'engagement, de radicalité. De matériaux, de savoir-faire. Ouais. Beaucoup de matériaux, beaucoup de pratiques alternatives. Alors ça, pendant très longtemps quand même, on avait cette idée de revue qui germait et il fallait trouver un titre. C'est quand même comme ça que les gens peuvent être intéressés ou tu retiens leur attention. C'était quand même vachement important. Puis c'était un peu le mot d'ordre aussi. Donc on a cogité longtemps et comme disait Raphaël, on ne voulait pas être une revue d'architecture. On ne l'est pas d'ailleurs, d'architectes par les architectes pour les architectes. Tout de suite, ça nous effrayait. Donc on ne voulait pas qu'il y ait architecture ou archi dans le titre. Puis il y en a déjà un certain nombre. Et cogité, puis à un moment, on a pensé, en lisant Bachelard et Yi-Fu Tuan, à cette notion de topophilie, qui a été donc abordée par Bachelard, il la mentionne 3-4 fois dans la poétique de l'espace, mais sans vraiment la définir. C'est un peu au détour d'une phrase qu'il évoque la topophilie en parlant d'espace heureux, louangé, protégé, défendu, tandis que Yi-Fu Tuan, lui, en 71, 74, il parle plutôt de ce lien affectif entre des gens et leur environnement. Parce que la topophilie, topo c'est le lieu, la philie c'est l'amitié. Donc l'amitié envers les lieux. Et donc ce terme saisissait à la fois les thématiques qu'on voulait aborder et cette réciprocité entre l'espace et l'individu, le vivant, et en même temps intriguait, parce que c'est pas un mot très usuel, il n'a pas toujours été dans le dictionnaire, où il a disparu, il re-rentre, ça évolue en permanence. Et donc, en l'entendant, les gens saisissent grosso modo de quoi il s'agit, mais en même temps, il y a toujours une part de mystère qui fait que, on va peut-être aller voir d'un peu plus près de quoi il en retourne. Et c'est justement ça qui nous plaisait, c'est que c'était pas aussi fermement défini, et donc on pouvait nous le définir, ou plutôt laisser tous nos collaborateurs, auteurs, interlocuteurs le définir à leur tour. Et puis on s'est d'ailleurs toujours refusé à le définir, pour ne pas fermer le champ des possibles, le champ des intérêts, et même si c'est plus symbolique que ça n'a de réel effet, rester ouvert à d'autres manières d'exprimer sa topophilie, son engagement, une vision écologique. Et en plus, c'est une revue qui se replie sur soi, qui s'enferme, qui reste dans un petit microcosme, ça meurt, très clairement. Donc il ne faut pas qu'on referme la topophilie. Et donc on a demandé, beaucoup au début, à tous les premiers auteurs, les amis topophiles, ceux qui encourageaient sa naissance, qui nous aidaient, qui nous faisaient rencontrer d'autres personnes, qui contribuaient les premiers articles à définir leur topophilie, ce qu'ils ou elles entendaient par topophilie, être topophile. Et on publie régulièrement, page d'accueil de Topophile, des définitions. On s'en est servi aussi pour faire un petit livret. La topophilie il y a une 50aine de voix qui donnent leur sens, leur manière de définir la chose et le domaine d'intérêt. Et puis ça montre aussi que beaucoup de monde se reconnaît dans ce terme et dans cette manière de ne pas se figé autour d'une seule pratique, mais de chercher toujours à remettre en question le pourquoi et le comment. Ouais, c'est un sentiment qui a l'air d'être assez universel quand même. On cherche toujours l'endroit ou le lieu, mais qui peut être un lieu imaginaire, de notre épanouissement en quelque sorte. Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une revue qui reste dans l'entre-soi, elle meurt. C'était pas du tout c'est un peu voué à l'échec dans ce cas-là, parce que justement une revue ça se construit dans le temps,
C'est aussi cette temporalité-là qui nous plaisait, de ne pas faire un événement ou un produit, un média, voilà, one shot comme on dit dans la bande dessinée, mais que c'était vraiment de construire quelque chose dans la durée et justement de réunir toutes ces personnes qui s'ignorent. On aime beaucoup de se dire qu'on rassemble des milieux qui s'avoisinent, qui parfois compagnonnent, mais comment on les fait se rencontrer. C'est pour ça qu'on organise parfois des apéros boîte à repas avec un certain nombre d'associations et de collectifs qui promeuvent l'éco-construction au sens très, très, très large, mais justement pour que ces gens, ces dynamiques se rencontrent. Et donc nous, on ne se pose pas comme auteur, on s'est appelé Rhapsode, à nouveau pour intriguer, puis parce que ça nous plaisait, justement. Le Rhapsode, c'est celui qui coud, qui tisse, qui entremêle, qui entrelace, pour faire quelque chose qui tient plus ou moins debout. On ne cherche pas la perfection, mais d'arriver à emmener tout ce monde. Et donc on est plutôt éditeur que auteur. Et puis totalement prosaïquement, Topophile n'est pas une revue comme une autre, n'est pas une entreprise de presse, c'est pas une revue sur papier glacé, c'est avant tout une revue numérique, libre d'accès, menée entièrement par des bénévoles, illustrée par des bénévoles, gérée par des bénévoles, éditée par des bénévoles, et du coup tout fonctionne différemment, toute l'approche est différente. C'est essentiellement le plaisir qui est notre moteur, et on est très surpris parce que on pouvait être au début un petit peu intimidé de contacter des gens qu'on respectait, qu'ils soient intellectuels ou praticiens. Et en fait, il faut oser. Tous nous ont répondu, souvent très gentiment, avec beaucoup d'encouragement, et nous ont même dit d'être plus ambitieux et de ne pas faire une revue d'étudiants, parce qu'on était étudiants quand on a eu l'idée et qu'on a lancé la revue, et de faire une revue tout court, sans qualificatif. Non pas que faire une revue étudiant soit péjoratif, c'est une aventure géniale. On recommande à tout le monde de faire des revues, c'est super. Le but, c'était qu'elle ne s'arrête pas à la fin des études et qu'elle ne succombe pas à la pratique professionnelle après, quelle qu'elle soit. Et ça tient, ça fait en fait 3 ans et demi. On a publié à peu près 180 auteurs, à peu près, de 5-6 langues différentes. Donc, non, vraiment, ça se veut très ouvert. Avec une trentaine de collaborateurs et collaboratrices régulières au fil du temps, ça va et ça vient, toute activité bénévole. Les annives Topophile rassemblent bien 200 personnes en général. Ouais, c'est des chouettes fêtes. C'est important de faire la fête. On dit que c'était aussi, oui, c'est vachement important, le plaisir derrière cet univers. Et justement, et l'amitié. Dans la topophilie, il y a l'amitié envers les dieux, mais aussi il y a la philie, l'amitié qui unit, bon, déjà nous deux, fondamental quand même, et puis tous ceux qui gravitent et qui collaborent. Et on pense que c'est vraiment ça qui fait que ça tient la durée, et qui peut-être attire de nouveaux lecteurs. Parce que c'est par le bouche à oreille surtout que la revue se fait connaître. Nous, on n'avait pas l'ambition d'en faire une activité commerciale ou quoi que ce soit. Notre ambition, c'était créer un milieu, partager, faire se rencontrer des plumes et des personnes. Et tout simplement, la praticité de l'outil libre s'est imposée. Surtout que, comme on était étudiants, on voulait aussi beaucoup s'adresser à nos camarades. Et on savait bien que les étudiants, rares sont ceux qui achètent des revues aussi. Et ça nous semblait, pour nous c'était essentiel de s'adresser à eux, en tout cas de ne pas se couper des étudiants que nous étions. Ça, c'était catégorique, quoi. Et puis après, il y a plein de questions financières, pratiques, comment on se fait diffuser, puis aussi, ça nous permettait d'apprendre, je pense, de faire ça en numérique faire évoluer au fil du temps. On n'était pas certain non plus que ce qu'on imaginait comme ça lors du premier financement participatif qui a très bien marché par ailleurs, mais rien n'était assuré de rester immuable à long terme. Le seul moyen de vraiment interagir avec ceux pour lesquels on fait cela, les lecteurs et lectrices, c'est les événements festifs, et c'est aussi là que, en général, nous apprenons le plus sur ce que nous faisons nous-mêmes. Aussi bien les événements qu'on peut organiser au nom de la revue que d'autres pour différents collectifs ou associations, ou d'autres où juste on y participe parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Mais puis là, on se rend compte
S'il y a 3 ans, on arrivait, personne ne connaissait la revue, et c'est Topophilie, c'est quoi ça? Maintenant, il y a quand même quelques-uns qui connaissent. Donc ce qui aussi nous nourrit à nouveau pour continuer, parce que généralement, ils disent plutôt des compliments. J'imagine qu'il y en a qui ont peut-être des choses négatives à leur dire, mais... On a des mails Oui. incendiaires, C'est vrai. totalement... Oui, on n'a pas compris, mais bon, Évidemment. c'est une autre histoire. Oui, blague à part. Mais en même temps, chacun y entre à sa manière. Étant donné que nous publions différents formats, Ouais. savoir la revue des idées, donc, des articles de réflexion, de recherche, on pourra rentrer plus en détail, faire la revue des réalisations, donc des projets de tout type, toute nature, de toute taille du monde entier, et rendez-vous la revue des événements, qui est en fait un agenda participatif libre d'accès pour tous les événements non marchands. Et ces 3 entrées-là font que la diffusion, à la fois, se fait de manière très différente, l'intérêt des personnes est suscité de manière très différente. Et notre ambition, c'est que par la revue, si quelqu'un s'intéresse à une manière précise de faire, ensuite elle soit amenée à aussi se poser la question du pourquoi, donc de passer du faire au savoir et du savoir au faire. Et de rencontrer ceux qui font, qui savent, lors de rendez-vous. Donc ça, c'est le titre des 3 parties, savoir-faire et rendez-vous. Donc la revue a vraiment 3 parties. Les 2 parties initiales, c'était savoir et faire. Parce que pour nous, il ne pouvait pas y avoir de savoir sans faire, ni de faire sans savoir. C'était aussi une conviction ou une volonté qu'on avait quand on a imaginé la revue, aussi par rapport au manque de l'enseignement qu'on recevait, subissait, je ne sais pas quel mot choisir. Et puis de se dire que voilà, nous on avait une appétence pour les 2, parce que si on est libre, on est aussi libre de faire ce qu'on veut, donc il y a une forme d'arbitraire en quelque sorte. C'est aussi, comme on est nourri par notre plaisir, on fait ce qui nous intéresse. Et donc nous on était à la fois attirés par le monde théorique, intellectuel, et en même temps par l'aspect beaucoup plus tangible, matériel de la mise en œuvre, de la matérialité du monde. Et donc c'est comment on rassemble tout ça. Et aussi parce que dans notre école buissonnière, on allait à la fois écouter, dialoguer avec des intellectuels et en même temps participer à des chantiers participatifs. Et on voyait que ces 2 mondes s'ignoraient aussi, pas systématiquement, mais quand même qu'il y avait un fossé entre les 2, alors que on avait fait dialoguer une maçonne terre crue il y a quelques mois, et même si ça parlait de sa naissance de terrain, son propos était politique, son propos était philosophique. Et donc c'est aussi aller au-delà des étiquettes. Et donc pour nous, c'était fondamental d'avoir ça. Donc dès le début, il y avait ça, et je dirais même que graphiquement, la revue s'est construite dans son identité aussi sur cette opposition et complémentarité entre savoir et faire. Au début avec du positif, du négatif dans toutes nos expériences graphiques, et aujourd'hui sur la page d'accueil où les 2 sont mélangés, savoir, c'est toujours un épigraphe issu de l'article qu'on met en avant, donc le mot qui exprime la pensée, et pour les faire, c'est une photo du chantier ou de la réalisation, donc le réel qui se manifeste, et comment les 2 se mélangent. Et comme le disait aussi Raphaël, c'était important de donner ces 2 entrées parce que ce n'est pas les mêmes lecteurs, mais ensuite de favoriser les passerelles, parce que c'est ça qui est important. Si chacun reste dans son coin, on a échoué. Si tu me dis quelle est la limite entre notre exercice maintenant professionnel, salarié ou indépendant, et mener la revue de fond, je dirais la principale limite, c'est le temps. Comment on arrive à jongler avec tout ça, et en plus les engagements associatifs militants qu'on a sur le côté, parce qu'ils nourrissent autant la revue que notre pratique professionnelle. Donc on n'arrive pas à scinder ces 3 aspects de nos vies. Ils se nourrissent tous. Alors évidemment, si on les prend un par un, il est certain que dans la sphère professionnelle, souvent le savoir ou la réflexion du fait à nouveau de la temporalité des projets n'est pas aussi poussé que ce qu'on aimerait. Dans les milieux militants, ça s'équilibre davantage, je dirais, parce que justement les militants souvent ont une culture politique aussi qui nourrit leur pratique, peut-être plus
non pas de manière plus évidente, mais de manière plus consciente, je dirais. Et puis, c'est pas les mêmes types de relations dans les milieux militants ou dans la revue, qui repose beaucoup sur l'amitié, alors que dans le milieu professionnel, c'est un petit peu autrement que ça se passe, donc on ne sait pas forcément tout ce qui se passe à la tête des gens non plus. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pense que l'un et l'autre, on n'arrive pas à distinguer les deux, donc je pense qu'on l'amenait effectivement, puis après, avec des collègues avec qui ça marchait très bien parce qu'on partageait plein de choses, et des lectures, et des références, etc. Et puis d'autres, on était un peu plus éloignés, mais dans la société, c'est comme ça, quoi. Est-ce que la pratique de l'architecture évolue en soi tout le temps, beaucoup, énormément, parce que c'est, je dirais, le propre de l'architecture, de devoir se remettre en question. Maintenant, évidemment, on sait très bien que il y a tant de manières d'exercer en France qu'il existe des agences. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment un propos là-dessus en réalité, parce que déjà, nous concentrer sur l'architecture ou strictement que l'architecture nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qui, dans Topophile, nous intéresse, c'est de pointer, relever, partager des expériences uniques, au fond, toujours uniques, de souligner ce qui a été fait autrement, mieux, plus écologique, si on veut. Différemment. Oui, mais toujours avec plus d'ambition de respecter les milieux, de se nourrir des lieux, d'entrer en amitié heureuse avec les lieux. Et à chaque fois de montrer des pratiques particulières et des recherches pratiques particulières, pas que des pratiques. Et donc, si on ne se fie qu'à ce que montre Topophile, je pense qu'énormément de choses évoluent et le monde est parfaitement militant et engagé. Bon, oui, évidemment, on choisit ce que l'on montre parce que le temps est compté. Et on ne peut montrer que les choses qui valent la peine d'être montrées. Et on montre encore qu'une toute petite partie de tout ce qu'on aimerait montrer parce qu'on n'arrive pas à tout faire et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. C'est ça qui est malheureux. Mais c'est vrai qu'il y a en fait, à force de fréquenter les milieux alternatifs quand même s'il y a un certain nombre d'individus qui sont intéressés, on croise quand même souvent les mêmes personnes. Alors ce qui est très sympa, puisque justement on devient copains, ce qui est très agréable, ce qui en fait un milieu où évoluer très enthousiasmant et stimulant, parce qu'il y a une complicité qui s'instaure, et certains jours on est très optimiste grâce à ça, puis des fois on se dit ah ouais mais en fait une fois encore on voit les mêmes personnes. Donc c'est difficile à dire est-ce que ça évolue, parce que même si on essaie de faire un effort de sortir quasiment un jour sur deux, d'aller à un événement ou quoi, les événements où on va, ce dont on est témoin, c'est quand même une bulle, c'est pas la société dans son ensemble. Donc même si, voilà, dans notre petit spectre, même si on essaie d'élargir, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus radical, mais qu'est-ce que ça représente vraiment à l'échelle du milieu large des architectes, urbanistes, paysagistes, designers, géographes, hydrologues, tous ceux qui transforment, métamorphosent, prennent soin des territoires. Je ne sais pas ce que ça représente vraiment. Et puis de toute manière, étant donné qu'une part non négligeable de nos articles savoir est aussi la republication d'articles parfois très anciens, d'articles sous toute forme, on peut souvent être consterné c'est vrai. De se dire, en fait, il y a 250 ans, on disait déjà la même chose qu'aujourd'hui. L'impact sur nos milieux, la manière dont on habite le bâtiment, mettons, dont on habite les paysages. Mais en fait, souvent les retours qu'on nous fait, c'est plus on se rend compte qu'on n'a pas avancé, plus on a envie d'avancer. Alors peut-être que le Topophile, c'est beaucoup d'envie. Comme ça, c'est sûr. Et reste à l'acteur électrique de faire. Que nous venons de sortir un article excellent dans la rubrique Faire, dans la partie Faire de la revue. Alors le titre n'existe pas encore parce que nous ne l'avons pas réellement encore publié, mais au moment où vous verrez cette vidéo, il sera publié. Ce sera donc probablement à Claveau, l'équité du cas par cas, ou à la cité Claveau, l'équité du cas par cas.
une réhabilitation de très grande dimension de très petites maisons en cité HLM par l'atelier d'architecture Nicole Concordet. Un excellent entretien sur la manière d'aborder une bonne partie du patrimoine du XXe siècle, de petites maisons, de faubourgs accolés, dans diverses formes, habitées de manière différente, enfin, totalement diverses, transformées par les habitants qui ont pas seulement logé physiquement, mais qui ont aussi logé leurs rêves et auxquels il faut donc et leur vie et leurs amours auxquels il faut donc qu'il faut donc s'approprier pour en faire un projet. Et notre collaboratrice Sarvan Martin, qui a suivi l'édition de cet article, a magnifiquement bien interrogé Nicole Concordet et ses associés sur ce projet. Tout sur le processus. Je crois qu'on a quasiment pas de commentaires sur l'esthétique, un peu on le sent, mais enfin, la spécificité de ce projet-là, c'est son processus totalement atypique de permanence architecturale et au fond de l'outil d'habiter un lieu pour, avec ses habitants, le transformer. Je dirais que ça illustre bien aussi tout ce qu'on veut accomplir avec la partie faire de la revue, où justement on parle d'un projet, mais ce qui nous intéresse, c'est pas le produit fini, c'est le processus. Et c'est aussi pour ça que c'est pas un journaliste qui vient et qui écrit quelques mots avec des photos bien léchées. Non, c'est l'un d'entre nous, une collaboratrice, un autre architecte, designer, paysagiste qui va visiter le lieu, étudier des centaines de documents, de plans et questionner. On donne la parole à ceux qui ont fait, mais on vient les titiller, on vient essayer de comprendre tout le processus et avoir l'histoire depuis les coulisses avec ses hauts et ses bas, ses succès, ses obstacles, ses ratés. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ces gens-là, les archis ou les designers ou les maçons, les charpentiers qu'on interroge, le projet sur lequel on les interroge n'est qu'un prétexte, et ce n'est pas une fin en soi ni pour nous, pour leur vue, ni pour eux. Généralement, ce projet n'est qu'une étape sur le trajet existentiel ou politique de leur pratique. Pour ajouter un autre article qui vient de sortir également, puisque Raphaël a parlé de l'appropriation de ces cités ouvrières par les habitants au cours des décennies. On va là republier un essai d'un des fondateurs de l'anthropologie de l'urbain en France, qui s'appelle Paul-Henri Chambardelot, qui en 1979 a écrit un texte sur l'appropriation spatiale et aussi la désappropriation, forcément, ce sont corollaires. Et c'est absolument passionnant, puisqu'on en parle beaucoup aussi aujourd'hui avec tous les collectifs, tous les processus collaboratifs, participatifs, ou d'autoconstruction, d'autoréhabilitation, comment les habitants se réapproprient leur espace, leur lieu de vie, et ce texte, qui a donc presque 45 ans, 50 ans, pose déjà un certain nombre de questions avec une actualité assez incroyable, je trouve. Alors, la perspective pour la revue, c'est de se pérenniser davantage et de se poursuivre pendant plusieurs décennies. C'est là que toute la richesse d'une revue arrive, et d'avoir cette collection et tout ce vivier. Donc je dirais que c'est ça, c'est publier, ne pas perdre en qualité, voire même être encore plus exigeant, plus approfondi, renforcer notre équipe aussi, parce que justement pour pouvoir publier davantage, il faut qu'on soit un peu plus nombreux également, peut-être être encore plus international, et donc avoir aussi davantage de traduction. Je pense que c'est vachement important. On ne pense pas de la même manière dans tous les pays du monde, ou toutes les régions du monde, donc on apprend beaucoup par ça. C'est peut-être ça un peu à plus court terme une des ambitions. Peut-être un jour une version papier, non pas d'un périodique, mais d'un autre objet éditorial. Ça nous plairait bien aussi. On peut déjà imprimer. On peut déjà, c'est vrai. Soi-même, et choisir soi-même ce qu'on va lire sur papier. Absolument.
Et puis parfois pour des événements, ça c'est aussi important de continuer à faire des événements, peut-être à une autre échelle, de faire se rencontrer différents réseaux. À un moment, on imaginait faire un festival des arts de l'espace. Mais voilà, après, c'est des occasions beaucoup. Et je pense que c'est aussi inhérent au fait qu'on fasse ça bénévolement. C'est que c'est des opportunités qui se présentent, des occasions, il faut les saisir. Et ça se passe maintenant, bah, c'est génial. Et si ça ne se fait pas, ça se fera dans 6 mois, ça se fera dans 1 an, et ce sera tout aussi bien. Il ne faut pas forcer les choses, sinon après on est frustré et ça s'arrêtera. Et ce serait dommage. Ça n'arrivera pas. Je pense pas non plus.